merci aux organisateurs et merci à Diane de m'avoir évité tout le blabla initial sur l'amylose à la transthyrétine, puisque tu l'as déjà fait. Donc voilà. Alors, je vais vous parler, comme a demandé Thibault, je remontre le titre. Les essais Apollo et Ionis, quel impact sur les événements cardiaques et les marqueurs cardiaques des amyloses héréditaires neurologiques à transthyrétine. Tous les mots comptent, j'ai même souligné le plus important. Ce qu'on appelle les amyloses neurologiques à la transthyrétine, c'est les amyloses mutées, et il faut tordre le cou à une notion... Je sais pas où est le... Bon. Le bouton du dessus, là. Ah oui, il faut tordre le cou à une notion, c'est qu'il y aurait des formes neurologiques pures, des formes cardiaques pures. En vérité, quand on cherche bien, il y a des atteintes cardiaques chez les neurologiques, des atteintes neurologiques chez les cardiaques. On va en reparler. Et donc, il y a essentiellement des formes mixtes. Et puis, je veux attirer votre attention sur un élément qui est une leçon de plusieurs études précédentes, et notamment de l'étude ATTRACT et des considérations statistiques qu'il faut garder en tête. Dans ATTRACT, et comme dans d'autres études, quand on définit le sample size d'une étude, on se base sur les résultats des études précédentes, ce qu'on comprend des données cliniques actuelles, sur les incertitudes liées à la maladie, à son traitement. Et donc, finalement, dans ATTRACT, il y avait un certain nombre d'assumptions et on était parti sur une mortalité de 12,5% dans le groupe tafamidis, 25% dans le groupe placebo. On a vu que ça a été beaucoup plus dans les deux groupes. Et basé là-dessus, et bref... pour avoir une signification, arriver à une significativité des conclusions, les experts qui ont fait ATTRACT ont dit qu'il faut 300 à 400 patients. Donc voilà, donc pour pouvoir conclure sur la mortalité dans une maladie comme ça, c'est ce genre de sample size qu'il faut, 300 à 400 patients. Les deux études que je vais vous montrer n'ont pas du tout cette envergure-là. Alors, les deux études, inotersen, la première, c'est l'étude NeuroTTR, qui a testé l'efficacité de l'inotersen, qui est un oligonucléotide antisens. Je vais là aussi pas vous faire le blabla biochimique. Retenez simplement que ça bloque la synthèse de la transthyrétine avec une très bonne efficacité biologique. Une particularité quand même, c'est que cette molécule n'a pas de porteur qui en ferait une thérapie ciblée strictement sur le foie. Et donc, ça a été démontré efficace. Et donc, il s'agit d'une étude qui a inclus 172 patients, 112 dans le groupe inotersen, 60 dans le groupe placebo. C'est le même design en gros que ATTRACT, c'est-à-dire en gros 2 pour 1. Les patients avaient tous une neuropathie héréditaire, une polyneuropathie par mutation de la transthyrétine. Les patients en attente de transplantation hépatique étaient exclus. Les patients classe 3 NYHA étaient exclus. Et le critère principal de jugement, c'était un critère neurologique, c'était le critère NIS, c'est-à-dire un critère de neuropathie et un critère de qualité de vie. Et puis, dans cette étude, il était prédéfini un sous-groupe qui présentait une atteinte cardiaque définie par une épaisseur du myocarde de plus de 13 mm à l'échographie, sans histoire d'hypertension artérielle. On peut discuter longtemps pour dire si c'est le seul critère d'atteinte cardiaque chez quelqu'un qui a une neuropathie périphérique. Moi, je suis persuadé que non, et que donc là, on a une définition qui est volontairement limitative aux patients déjà les plus graves. Les résultats de l'étude ont été déjà qu'il y a eu 5 décès dans le groupe inotersen, aucun décès dans le groupe placebo. Ça, c'est pour la safety. Par ailleurs, on peut rapprocher de ces considérations sur la safety le fait qu'il y a eu au début de l'étude des thrombopénies importantes avec un décès, et donc ça a un peu obéré probablement les résultats sur le versant de la safety. L'étude n'a pas été interrompue, et finalement, ce qui a été démontré, c'est une amélioration très franche sur les paramètres neurologiques, que ce soit le critère NIS ou la qualité de vie. Et les éléments cardiaques.
Les éléments cardiaques, voilà, les décès qui ont été observés au cours de l'étude dans le groupe traité, encore une fois, c'est cachexie, perforation intestinale, insuffisance cardiaque, hémorragie intracérébrale. Donc il y a 5 morts dans le groupe traité, mais pas spécialement des morts cardiaques. Je vais passer là-dessus, et si on considère le sous-groupe des patients qui avaient une cardiomyopathie définie par une épaisseur septale de plus de 13 mm et qui représentait dans cette étude 60% de la population, qu'est-ce qu'on voit? En ce qui concerne l'étude du strain, on n'a pas de modification. L'épaisseur du septum, on n'a pas de modification sous traitement. Au passage, vous voyez que les patients avaient une épaisseur septale de 15-16 mm, donc il y avait vraiment une atteinte cardiaque. Et de la même façon, la paroi postérieure, la fraction d'éjection, la masse ventriculaire, les paramètres Doppler n'étaient pas modifiés. Donc, le message dans cette étude, c'est pas d'effet bénéfique sur les critères morphologiques cardiaques. Je n'ai pas trouvé de données sur le NT-proBNP, je n'ai pas trouvé non plus de données sur la capacité fonctionnelle cardiaque de ces patients, et donc on est bien obligé d'en rester là. Donc le message qui est donné, c'est inotersen, bon résultat neuro, pas d'effet cardio. Deuxième molécule qui a été testée, publiée en même temps, c'est le patisiran, avec 2 belles publications, l'une dans le New England, l'autre dans Circulation, fin 2018, début 2019. La première publication, donc, en ce qui concerne le patisiran, là encore, je ne vous fais pas le blabla biochimique, mais le patisiran entraîne une inhibition très importante de la synthèse de la transthyrétine, avec, dans une première étude de phase 2, un effet bénéfique en ce qui concerne les paramètres neurologiques. Là encore, on a affaire donc à une étude de phase 3, une randomisation 2:1. Le traitement est administré par voie intraveineuse. Le endpoint de jugement, critère de jugement primaire, c'est un paramètre neurologique, c'est le score NIS plus 7. Là encore, il y a une évaluation de la qualité de vie avec le questionnaire Norfolk. Le test de marche de 10 mètres, c'est pas pareil que notre test de marche de 6 minutes de cardio, mais voilà, c'est quand même un test de marche, le MBMI. Et puis, les patients étaient exclus s'ils étaient en classe fonctionnelle 3 ou 4. Là encore, ça fait une différence avec ATTRACT, où on pouvait inclure des patients jusqu'en classe 3. Alors, il y avait des endpoints exploratoires qui étaient le NT-proBNP et les données structurelles cardiaques. En tout, il y a 225 patients dans cette étude. 56% de ces patients qui avaient une neuropathie périphérique avaient également une atteinte cardiaque. Donc là encore, quand on cherche, on trouve. La moitié des patients avaient une atteinte cardiaque dans cette étude. On trouve, comme avec l'inotersen, une inhibition de synthèse qui est très efficace. Et on avait en moyenne 80% de réduction des taux plasmatiques de transthyrétine. Et puis on a des résultats qui sont très intéressants en ce qui concerne le NIS plus 7 et en ce qui concerne la qualité de vie, avec quand même, si on regarde bien, une amélioration du score NIS plus 7, au moins chez certains patients, et une amélioration des questionnaires de qualité de vie, au moins chez certains patients, et donc une bonne réponse clinique. Alors maintenant, si on regarde sur des critères un peu plus cardiaques sur l'ensemble de cette population, le test de marche de 10 mètres s'améliore un peu, l'épaisseur du septum diminue de presque 1 mm dans l'ensemble de la population, le strain s'améliore un peu et le NT-proBNP diminue un peu. Si on regarde maintenant les réponses des patients, d'abord en ce qui concerne la safety globale, il y a dans l'étude 6 morts dans le groupe placebo et 7 morts dans le groupe patisiran, mais les populations, il y a 2 fois plus de patients sous patisiran, donc c'est une différence notable. Maintenant, quand on regarde les causes de mortalité des patients sous patisiran, cardiaque, arrêt cardiaque, mort subite, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque, dissociation électromécanique, arrêt cardiaque. Donc les 7 décès observés sous patisiran sont des décès cardiaques.
alors que les décès observés sous placebo, on peut dire que c'est plutôt des causes extracardiaques qui sont enregistrées. Si on regarde maintenant la sous-population cardiaque, c'est-à-dire les 50% de patients qui avaient une atteinte cardiaque au départ, on voit qu'il n'y a pas une différence majeure. Il y a un peu plus de patients avec un pacemaker dans le groupe placebo, et puis pour le reste, il n'y a pas de différence vraiment notable. Et si on regarde les paramètres cardiaques, on voit dans le groupe avec une cardiomyopathie amyloïde de base une diminution de l'épaisseur du septum qui atteint pratiquement 1 mm, ça fait 0,9 mm de différence avec le groupe placebo. Il y a également des signaux intéressants en ce qui concerne le volume télédiastolique qui diminue moins dans le groupe traité que dans le groupe placebo, et la masse myocardique qui a tendance à diminuer. Donc c'est des signaux plutôt positifs. Il y a également un signal positif en ce qui concerne le NT-proBNP. Et donc, en ce qui concerne la mortalité toute cause et les hospitalisations et décès, il y a des signaux plutôt positifs. Et après ça, il y a des choses qui ne sont pas complètement claires dans cette étude et dans la façon de le présenter. Alors, si on regarde comme ça, on a les événements cardiaques sous placebo, c'était 36% versus 28%. Les arythmies cardiaques, c'est 28% sous placebo, 19% sous patisiran. Donc, il y a un certain nombre de signaux positifs. Et puis, quand on regarde ce qui est en bas du tableau, on voit que la proportion des patients avec insuffisance cardiaque est quand même annoncée comme plus élevée dans le groupe patisiran que dans le groupe placebo, 11% versus 5,6%. Et j'ai cherché désespérément, et je n'ai pas été le seul, où c'était dans les tableaux, j'ai jamais trouvé. Donc il y a un peu de perplexité par rapport à ces résultats. Donc voilà, on a des signaux intéressants. Si on regarde très en détail les résultats qui nous sont proposés, on se rend compte également qu'il y a à peu près, en ce qui concerne l'épaisseur cardiaque, en ce qui concerne le NT-proBNP, en ce qui concerne le strain, 20 à 30% des patients qui s'améliorent franchement et qui tirent l'ensemble des résultats, mais on a en gros 60% des patients qui restent stables. C'est déjà pas mal, mais ce n'est pas très différent de ce qu'on observe sous placebo dans ces études qui, encore une fois, ne sont pas des études de long cours et donc il faut prendre quand même avec un peu de recul. Donc, si je dois conclure là-dessus, c'est quand même qu'il n'y a pas, ou pas encore, de traitement spécifique de l'amylose. Ce qu'on nous montre là, Atract, le patisiran, l'inotersène, ce ne sont pas des traitements spécifiques de l'amylose, c'est-à-dire ça ne traite pas les dépôts amyloïdes, ce sont des traitements qui stabilisent la transthyrétine ou qui en diminuent la synthèse, mais qui en aucun cas ne la font régresser, en tout cas pas chez tous les patients, et ça demande à être confirmé. Deuxième enseignement de tout ça, c'est qu'il n'y aura plus d'études contre placebo parce qu'on a trop d'études qui commencent à être positives et donc il va bien falloir maintenant évaluer les médicaments les uns contre les autres ou les uns en plus des autres, mais on va être forcé de changer de type d'études. Troisième chose à garder en tête, c'est que les résultats doivent être lus avec prudence en tenant compte de leur puissance, de toutes ces études, de leurs critères de jugement et de leurs effectifs. Diane vous a dit quand même quelle petite arrière-pensée on pouvait avoir, moi je partage, sur certains patients, certains sous-groupes. Et donc voilà, donc il faut garder ça en tête. Les comparaisons entre études restent donc tout à fait hasardeuses, et je pense qu'il faut s'y refuser tant que les études comparatives n'auront pas été faites. Et donc il nous faudra bien entendu d'autres études, mais vous savez bien qu'on conclut toujours comme ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps juste pour une question brûlante, s'il y en a une. Mais après, malheureusement, nous sommes obligés d'évacuer et de clore la journée. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Oui. Merci. Je suis Olivier Attière, je suis cardiologue à Rouen. Je vais poser simplement une question, plutôt du coup au docteur Baudez. Concernant le tafamidis, on voit bien sur les courbes de mortalité que finalement l'effet du traitement est très tardif, c'est bien ce que vous avez dit. Je me posais la question, est-ce qu'on a des données ou est-ce que vous avez une conduite à tenir particulière vis-à-vis des apparentés, des apparentés mutées?
Alors, c'est effectivement les questions que je me notais comme questions restant en suspens, puisque pour l'instant, on n'a pas d'administration de ce traitement aux patients qui sont mutés, mais qui sont porteurs sains, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont aucun signe encore de la maladie, que ce soit sur le statut fonctionnel ou sur des examens morphologiques. Je pense que après c'est un avis personnel, hein, je ne sais pas si Violaine, qui fait beaucoup plus de génétique que moi, sera d'accord, mais comme on a vraiment une pénétrance incomplète de la maladie, qu'administrer un traitement, sans même parler des considérations de coût que cela peut avoir, c'est jamais sans conséquence, même si, encore une fois, le profil de sécurité du tafamidis semble tout à fait rassurant. À mon sens, donner des médicaments à des patients qui n'en auront peut-être jamais besoin, c'est pas forcément... Enfin, moi, c'est pas ma philosophie. Après, il faudra peut-être effectivement d'autres études pour essayer de mieux définir, parmi les porteurs de cette mutation, quels sont ceux qui vont développer la maladie. Et ça fait partie, là encore, des questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Mais je pense que dépister précocement une atteinte de la maladie à un stade infraclinique, mais où la maladie s'est déjà déclarée, c'est pour l'instant beaucoup plus raisonnable que de vouloir mettre tout le monde sous traitement alors que peut-être ils ne feront jamais la maladie. Je ne sais pas si c'est un avis... Je suis d'accord. Je suis alors, d'accord. tant mieux. Moi, je suis complètement d'accord avec ce principe aussi. Enfin, je ne suis pas très interventionné chez les gens qui sont complètement asymptomatiques ou qui n'ont pas de phénotype, en tout cas de la maladie. Mais est-ce que vous, du coup, à Mondor, vous avez déjà traité des apparentés qui développaient une hypertrophie myocardique peut-être encore assez modérée, même sans symptômes? Alors, même sans symptômes, oui, à condition d'avoir quand même déjà des signes sur la scintigraphie, notamment, pour ce qui sont des myocTR mutés, sur l'échographie cardiaque. Et ça, on se base sur aussi les critères finalement d'attract, d'inclusion, parce que c'est des patients qui étaient en YHA 1, 2 ou 3. Donc on est là dans du infraclinique, mais pas du pré-symptomatique. C'est la petite nuance.